on va démarrer. Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Là, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce mardi de la clé de rentrée. On va étrenner le cycle des mardis de la clé jusqu'en juin ou juillet 2024. Et pour commencer cette année, on a choisi un thème qui concerne l'Europe, puisque ce soir, on va parler de la directive visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles en Europe. On va sans doute cette année reparler à plusieurs reprises de l'Europe, puisque comme vous le savez, l'an prochain auront lieu les élections européennes. Et de la même manière que l'Europe influence les politiques sociales ou les politiques économiques, dans une certaine mesure, l'Europe influence les droits des femmes et des filles en Europe, justement, dans nos pays. Alors, pour le débat de ce soir, nous avons deux intervenantes. Une que je vais présenter, mais peut-être que je ne présente plus aux personnes de la clé, puisqu'il s'agit d'Alissa Arabar, qui est notre vice-présidente et qui est par ailleurs chargée de plaidoyer au réseau européen des femmes migrantes. Et puis, je ne sais pas si Alissa, tu es là, si tu veux dire bonsoir. Oui, Euh, bonsoir à toutes et à tous. et puis, on accueille également ce soir Emma Sibi. Donc, Emma Sibi travaille pour CAP International. Et Emma, tu es chargée de coordinatrice du plaidoyer européen pour CAP International. Je rappelle que CAP, ça signifie Coalition Against Prostitution. Exact, c'est la coalition pour l'abolition de la prostitution et bonjour à toutes et à tous. Alors, dans l'échange qu'on va avoir ce soir, l'idée, c'est bien sûr de vous présenter le texte de la directive et ce qu'il contient à ce jour, mais c'est surtout à travers ces directives de revenir sur le process qui conduit à la construction de la norme au niveau européen. Pour beaucoup de citoyens européens, et particulièrement en France, l'Europe, c'est extrêmement loin. On a le sentiment qu'on n'a pas d'influence sur ce qui est décidé à Bruxelles ou à Strasbourg. Et par le biais de ce mardi de la clé, on aimerait montrer comment une organisation comme CAP, comme le Réseau européen des femmes, mais aussi comme la clé, puisque nous aussi, en tant que membres du LEF, on a tenté d'influencer, en tout cas, on a essayé d'influencer le texte. On voudrait montrer comment, aux différentes étapes de construction de la norme, il est possible, notamment pour la société civile, de faire évoluer, d'influencer les textes qui sont en débat, en discussion au niveau européen. On a en Europe, vous le savez, des textes qui sont des textes importants, qui comptent. Il y a le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui parle un peu des femmes. On pourrait s'attendre à ce qu'elles y soient plus présentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de fond, le traité de fonctionnement de l'Union européenne, il traite surtout la question des femmes par rapport aux hommes et donc dans l'égalité entre les femmes et les hommes, et il insiste beaucoup, notamment sur l'égalité salariale. Il y a également la Charte européenne des droits fondamentaux, qui elle aussi fixe une égalité entre les femmes et les hommes. Une fois qu'on a dit ça, il y a d'autres textes qui sont importants, qui comptent, mais après ça, l'Union européenne peut prendre des initiatives, envisager de poser des cadres qui s'imposent justement aux différents pays de l'Union par le jeu de ce qu'on appelle des transpositions. Mais on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est sans doute la raison pour laquelle on a le sentiment que l'Europe, c'est un peu trop souvent une somme de 27 législations qui s'avèrent parfois contradictoires. Donc pour commencer là, cet échange, alors je vais juste peut-être rappeler les règles pour que vous puissiez, parce que là on est en visio, donc ça pourrait être un peu froid comme échange. Il existe un chat, une zone de discussion à laquelle vous avez accès. Vous pouvez poser des questions dans la zone de discussion et Mathilde de la clé, la directrice de la clé, va les collecter. Moi, je vais les suivre en même temps et soit on posera la question à une intervenante juste après son intervention, soit on y reviendra à la fin du débat.
et éventuellement, en fonction de l'heure à laquelle on termine les différentes interventions, on fera peut-être une série de questions en direct où on restera dans le fil de la conversation. Donc pour commencer, je vais passer la parole à Alissa, puisque donc la directive européenne pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, elle a été annoncée le 8 mars pardon, 2022, donc Journée internationale des droits des femmes. Elle a été annoncée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc la Commission, à ce moment-là, a livré publiquement un texte qui était destiné à devenir une directive. À partir de ce 8 mars, il y a un processus de discussion, d'influence, de plaidoyer qui s'est engagé. Et juste avant l'été, le Parlement européen a eu à se prononcer sur le texte. Donc, entre ce qui s'est passé juste avant l'été, ou on va dire maintenant, et puis ce fameux 8 mars 2022, Alissa va nous dire un peu quel a été le processus, comment ça fonctionne au niveau européen. Et puis ensuite, évidemment, elle nous donnera des éléments sur le contenu de la directive, puisque, comme vous le savez, par le jeu des transpositions, ce texte, il peut avoir une influence fondamentale sur le cadre législatif qui est applicable en France et les politiques publiques qui sont appliquées dans notre pays. Alissa, je te laisse la parole. Je crois que tu as une présentation. Non, 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 j'en ai pas. Ok, pas de présentation. Merci beaucoup Céline en tout cas. Et donc du coup, oui, je vais expliquer le fonctionnement pour aboutir à une directive et du coup plus largement le fonctionnement des institutions européennes et le processus législatif qu'on appelle le processus de codécision. Peut-être que certaines d'entre vous savent déjà tout ça, donc j'en suis désolée si tel est le cas, mais c'est pour nous permettre de vraiment être sur un même niveau de compréhension des mécanismes européens. Donc grosso modo, évidemment, l'Union européenne est une entité qui est née du fait que les États membres ont renoncé à une part de leur souveraineté. Alors je dis évidemment, mais c'est pas si évident que ça parce que du coup, par rapport aux autres organisations internationales, l'Union européenne vraiment se distingue par rapport à ça, parce que dans la plupart des autres collaborations entre États, il n'y a pas de transfert de nationalité à l'entité. Les États restent pleinement souverains. Donc ça, c'est un peu la spécificité de l'Union européenne et ça vient, comme chacune le sait, notamment des traumatismes des deux guerres mondiales sur le sol européen et d'une volonté de développer des intérêts, notamment économiques communs, pour garantir la paix. Donc ça paraît vraiment, où là, du coup, l'Union européenne, peut décider pour nous puisqu'il y a un transfert de souveraineté. Donc c'est vrai dans une certaine mesure, mais évidemment les États restent souverains, sur, beaucoup de leurs compétences et en plus, il faut aussi dire que, bah, l'Union européenne, au départ, c'était, quelques États et c'est beaucoup plus facile évidemment de décider à 6 qu'à 28 et donc aujourd'hui, on n'est plus du tout au stade où, les décisions au niveau européen se font, très facilement. Donc il y a 4 niveaux de compétences dans l'Union européenne. Il y a ce qu'on appelle les compétences exclusives. Donc toutes les compétences sont définies dans le TFUE, qui est le traité fondateur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi, un des traités fondateurs, qui font office, dans une certaine mesure, de constitution de l'Union européenne. C'est-à-dire que tout ce qui est produit par l'Union européenne doit respecter, ces traités. Donc les compétences exclusives, c'est l'article 3 et donc ce sont, les domaines dans lesquels l'Union européenne peut, légiférer et adopter des actes, qui sont contraignants pour les États. Hem, donc ça inclut par exemple, le marché interne, la politique monétaire, la politique commerciale et ce genre de choses. Ensuite, on a ce qui est le plus gros bloc, c'est les compétences partagées. Donc ça, c'est l'article 4. Et donc là, il y a ce qu'on appelle un principe de préemption, parce qu'il y a les États membres qui peuvent légiférer dans ces domaines et aussi l'Union européenne. Et donc le principe de préemption, c'est tout simplement dire que si l'Union européenne a, légiféré, en gros, les États peuvent plus le faire. Parce que sinon, on aurait plein de législations qui seraient contradictoires et ça n'aurait aucun sens. Donc voilà, ça inclut la politique sociale, l'économie, l'agriculture, l'environnement, la protection des consommateurs, le transport, et cetera, et cetera. Enfin, il y a, des compétences de coordination.
dans lesquels l'Union européenne peut seulement intervenir pour soutenir, pour coordonner les politiques des États membres. Et puis, il y a les compétences spéciales de l'Union européenne, qui sont par exemple, concernent vraiment l'Union européenne en tant qu'entité. Donc ça va être, les affaires étrangères de l'Union européenne et ce genre de choses. Voilà. Donc, lorsque l'Union européenne fait l'exercice de ses compétences, l'article 5 du TFUE dispose qu'il y a 2 conditions, c'est la proportionnalité et la subsidiarité. Donc ça veut dire que, en gros, l'Union européenne ne peut pas non plus faire, tout ce qu'elle veut, dans le champ de ses compétences. Elle ne peut pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour, atteindre l'objectif des traités fondateurs et également, si on est dans le champ des compétences non exclusives de l'Union européenne n'agira que si, les objectifs poursuivis ne peuvent pas suffisamment être atteints par les États membres, tout seuls, de leur côté. Voilà. Donc, les types de législation, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont, déjà, il y a les traités dont je vous ai parlé, qui sont ce qu'on appelle primary law, donc je ne sais pas trop dire ça en français, mais c'est la loi première de l'Union européenne. Et ensuite, il y a secondary law, donc la législation secondaire, qui est tout ce qui est produit maintenant, depuis les traités, et donc qui peut être soit contraignante, soit non contraignante. Il y a des régulations, des décisions, des recommandations. L'un des plus importants, ce sont les directives, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc lorsqu'il y a une directive, et c'est ce que Céline a expliqué tout à l'heure en introduction, les États membres doivent transposer cette directive dans leur droit interne. Donc certes, il y a une petite marge d'interprétation, mais en tout cas, les directives s'appliquent sur les territoires de l'ensemble des États membres. Alors comment on arrive à cette directive? À la fin, donc c'est tout un processus qui dure évidemment, la plupart du temps des années. Alors bien sûr, tout dépend, du texte et de ses enjeux politiques et du sujet et cetera. Donc ça se joue entre les 3 principales institutions de l'Union européenne, qui sont, ça vous le savez, le Parlement européen. Le Parlement européen qui est spécifique parce qu'il représente les citoyens européens. Il est le seul dont les membres sont élus directement par les citoyens européens. Donc ce sera les élections, qu'on va vivre en 2014. Hem, Ensuite, il y a le Conseil de l'Union européenne. Alors j'insiste parce que c'est pas le Conseil de l'Europe, ce sont 2 choses différentes. Le Conseil de l'Union européenne, il représente les intérêts des États membres, et il est composé, par des membres du gouvernement de chaque État. Et donc la configuration dépend du texte qui est à l'étude. Donc selon le thème, la thématique du texte, ça va être les ministres qui correspondent. Donc là, par exemple, dans le cadre de la directive, sur les violences contre les filles et les femmes, les ministres qui sont rassemblés pour étudier ce texte, c'est la configuration qui s'appelle JHA, et ce sont les ministres de la justice, globalement, dans la plupart des États, et dans quelques États, ce sont aussi les ministres, de l'égalité femmes-hommes. En France, c'est le ministère de la justice qui est en charge de ce dossier. Et enfin, la troisième grosse, institution européenne, c'est évidemment la Commission européenne qui, elle, est la voix de l'Union européenne. La Commission européenne, sa grosse spécificité, c'est qu'elle a l'initiative législative, c'est-à-dire que c'est à elle de proposer des textes. Le Parlement, de son côté, peut, demander à la Commission de proposer un texte, mais ne peut pas lui-même, faire un 1er jet d'une directive. Donc, voilà, au sein de la Commission européenne, il y a ce qu'on appelle des directions générales qui, pareil, sont par thème. Donc nous, dans notre travail de plaidoyer au niveau européen, c'est très important pour nous d'identifier évidemment quelles sont les directions générales, qui nous concernent. Donc par exemple, il y a DG Just qui parle de la justice et des droits fondamentaux. Heu, pour nous, au réseau européen des femmes migrantes, il y a DG Home qui est très important parce que c'est, la migration notamment. Et puis il y en a plein d'autres. Heu Au Parlement européen, c'est plus ou moins le même fonctionnement dans le sens où il y a des comités qui, eux aussi, sont organisés par, thématique. Et donc là, dans le cadre de la directive sur les violences contre les filles et les femmes, les comités, principaux qui sont chargés du travail sur le texte sont le comité femmes, qui
qui, comme le nom l'indique, s'occupe des droits des femmes, et le comité Libé, qui s'occupe aussi des questions de justice et de liberté fondamentale. Évidemment, il y a d'autres comités qui produisent des opinions, donc par exemple sur l'emploi, sur le droit, etc. Mais ce sont les deux comités principaux. Donc principaux pour faire quoi? Donc justement, là, je vous explique la procédure. Heu, lorsque, il y a la volonté d'une initiative de texte, donc qui vient soit, de la présidente de la commission, soit, à la demande du parlement, soit aussi les citoyens européens peuvent proposer, une initiative législative et il faut recueillir, je crois, 1 million de signatures, mais je suis pas sûre du nombre, mais c'est un très grand nombre. Donc la commission produit, son premier jet de texte. Elle le produit toujours avec un document explicatif, un rapport qui va contextualiser pourquoi ce texte, quels sont, les faits, majeurs, dans le cadre de l'Union européenne. Lorsque ce texte est produit, il va être étudié ensuite par le Parlement européen. Donc là, c'est pas le Parlement européen dans son ensemble qui va, étudier le texte. Ça va, comme je disais tout à l'heure, passer à des comités qui sont spécialistes de la question, en lien avec le texte. Et donc là, des comités vont travailler. Dans chaque comité, il va y avoir des rapporteurs. Et les rapporteurs vont coordonner un travail pour produire des amendements sur le texte. Donc, lorsqu'on fait un plaidoyer, au niveau d'un texte européen, évidemment, ça va être l'une des premières étapes importantes parce que généralement, quand la commission fait son draft, il y a des consultations en ligne qui sont organisées, sur un portail qui s'appelle Have Your Say et où tout le monde, même un citoyen, une citoyenne lambda, peut aller, donner son avis, sur le texte. Mais là, on entre quand même dans les choses un peu plus, sérieuses du plaidoyer entre guillemets, du plaidoyer européen. Hem, on va identifier quels sont les comités qui travaillent sur le texte, qui sont les rapporteurs, et on va, nous analyser le texte, produire nos propres recommandations et essayer de rencontrer les rapporteurs ou de communiquer avec elles ou eux, pour, passer nos informations. Évidemment avec l'ensemble des membres des comités également. Il y a des rapporteurs, mais il y a aussi des shadow rapporteurs dans chaque comité. C'est pour, assurer une sorte d'équilibre. C'est-à-dire que le ou la rapporteur va, travailler sur des amendements et pour éviter que ce soit trop biaisé avec seulement un petit peu la vision, du rapporteur qui va être prééminente, il y a ces shadow rapporteurs qui sont aussi supposés, travailler sur le texte et voir ce qui se passe. Après un certain temps, souvent quelques mois, le comité pardon, se réunit et dans chaque comité, alors ça je vous l'ai pas dit, mais c'est logique, vous le savez, sans doute, il y a des groupes politiques. Alors les groupes politiques ne correspondent pas aux partis dans les États membres, mais ce sont des groupes, justement des regroupements des partis qui ont à peu près les mêmes valeurs. Donc le plus grand groupe, c'est EPP, avec 176 membres du parlement, qui est un groupe plutôt de droite, traditionnaliste, conservatrice. Il y a le groupe SND qui est le deuxième grand groupe, donc les social-démocrates. Ensuite, le groupe Renew qui sont plutôt les libéraux, donc il y a notamment, les membres français de Renaissance. Ensuite, il y a les Greens qui sont les verts, les écolos, de tous les États membres, en tout cas la plupart. Ensuite, il y a le groupe Left, qui est plutôt les partis de gauche. Donc par exemple, il y a pas de membres du parlement du PC en France pour l'instant, mais il y a les membres de la France insoumise. Ensuite, il y a ECR qui est plutôt vers l'extrême droite et ID qui est là très extrême droite et il y a notamment les députés du, Rassemblement national et il y a quelques indépendants. Bref, toujours est-il que dans chaque comité, évidemment, l'ensemble de ces groupes sont représentés. Donc, lorsque la rapporteure elle a travaillé sur des amendements, elle a communiqué avec les associations, on a pu passer nos messages, il y a certains amendements qui sont intégrés. Là, c'est pas dit que ça va aller jusqu'au bout. Il y a une première négociation au sein des comités pour aboutir à ce qui s'appelle des amendements de compromis, où là, il faut que tous les groupes se mettent d'accord sur les amendements de compromis, plus ou moins. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il va y avoir un vote pardon, à l'intérieur des comités
Et là, on en est là pour la directive, parce que du coup, les consultations de la Commission européenne sont passées, la Commission a publié un texte, les comités femmes et Libé ont travaillé pendant des mois, et c'est là que la société civile européenne, mais pas que, puisqu'il y a eu beaucoup de mobilisation en France également, comme le disait Céline, on a produit beaucoup de choses, on a mené des actions, on a organisé des événements, etc. Mais il me semble que Emma en donnera quelques exemples par la suite. Et donc là, hop, il y a un vote dans les comités et c'est passé, en juillet dernier. Il y a eu un vote dans les comités sur la directive sur les violences contre les filles et les femmes et un certain nombre, le texte avec les amendements des comités a été approuvé par les comités. Mais maintenant, il doit être approuvé en plénière non pardon, a été, voté non seulement par les comités, mais par, le Parlement européen, dans son ensemble, avec les amendements qui ont été, proposés par les comités. Donc ça, c'était en juillet. Mais maintenant, on a 2 textes différents. On a le texte de la Commission et celui du Parlement, mais on a aussi le texte de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne. Je suis désolée si c'est un petit peu complexe, parce que du coup, les 3 institutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, chacune doit produire un texte. Donc en parallèle que le Parlement faisait le travail que je viens de vous décrire, le Conseil de l'Union européenne faisait un travail similaire, donc une étude de texte et l'adoption d'amendements. Et donc là, on a aussi fait des travaux de plaidoyer, pour pousser exactement les mêmes éléments qu'au Parlement. Sauf que c'est beaucoup plus complexe avec le Conseil de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, le Parlement représente les citoyens, donc c'est très important pour eux, ça fait partie de leur mandat d'avoir ce dialogue avec la société civile et avec les citoyens européens. En revanche, le Conseil de l'Union européenne, lui, va représenter les États membres et du coup, c'est quand même plus opaque, les négociations et les discours qu'il peut y avoir, au sein du Conseil. Pour autant, on a réussi, notamment en passant par, les associations dans les États, qui elles-mêmes, communiquent avec leur, gouvernement, donc comme par exemple la Clé en France. Hem, Nous avons réussi à obtenir, notamment, un rendez-vous avec la représentation permanente de la France, à l'Union européenne, avec la Clé, le Lobby européen des femmes et le Réseau européen des femmes migrantes, dans laquelle on nous a expliqué l'état des négociations, on a pu échanger sur un certain nombre de sujets et cetera et nous avons souvent communiqué avec l'ensemble des représentations, permanentes au sein du Conseil. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec ces 3 textes, celui de la Commission, celui du Conseil, celui du Parlement et il faut évidemment arriver à un accord. Donc on arrive dans une nouvelle phase de négociation qui s'appelle les trilogues, et là, ben, il y a les rapporteurs au niveau du Parlement, la structure, compétente au niveau du Conseil et et la commission qui discute pour, parmi tous les amendements qui ont été proposés par le Conseil et par le Parlement, arriver à un accord final. Des fois, ils n'y parviennent pas et s'ils n'y parviennent pas, alors, il y a plusieurs cycles, jusqu'à 3 et si au bout des 3 cycles, et ce n'est pas il y a pas d'accord qui est les 3 institutions n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une version finale du texte, alors le texte est abandonné. Donc il est encore possible, à ce stade, que la directive sur les violences contre les filles et les femmes ne voit jamais le jour. Maintenant, c'est quand même à relativiser évidemment parce qu'une fois, vous en doutez, qu'autant d'efforts ont été fournis à la fois au niveau de la commission, au niveau du parlement, par les rapporteurs notamment et cetera. Il y a quand même une volonté d'arriver à un compromis et que le texte voit le jour, généralement. Donc voilà, je vous ai dit vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je Est-ce sais que pas tu si peux donner, comment, les éléments, en tout cas peut-être le point de départ de la commission, à savoir, quelles étaient les grandes orientations du texte qui a été, présenté en 2022, oui. et puis, de manière un peu globale, les évolutions que le texte a connues. Après Emma reviendra sur, l'exploitation sexuelle, mais, est-ce que tu peux nous donner une vision un peu large du contenu du texte? Oui, bien sûr. Donc du coup, le texte, dans sa première version, mais toujours, vient structurellement en plusieurs parties. Donc, une première concerne, le fait d'harmoniser les criminalisations de certains actes au niveau, de l'Union européenne, ou d'instaurer une criminalisation pour les États dont c'est pas le cas. Donc ça s'articule en plusieurs parties. Il y a une partie sur, les violences sexuelles et notamment, la criminalisation du viol dans la version initiale de la commission.
Commission. C'est quelque chose qui a été maintenu par le Parlement européen après moult négociations avec la société civile, parce que ça voulait être retiré, parce qu'en fait, on savait depuis le début qu'il y avait une résistance au sein du Conseil de la part de certains États qui veulent surtout pas qu'il y ait la criminalisation du viol. Et du coup, c'est toujours dans le texte du Parlement, mais ce n'est plus dans le texte du Conseil. Donc, on ne sait pas du tout si c'est quelque chose qui restera à la fin du texte ou si c'est quelque chose que le Parlement va accepter de sacrifier pour sauver d'autres choses. Enfin voilà, ça se passe comme ça, une négociation. Donc ça, c'était un élément important. Un autre élément important du texte, c'est qu'il y a 4 articles sur alors ce qu'on appelle dans le mouvement féministe l'abus sexuel basé sur l'image, mais qui n'est pas nommé comme tel dans la directive. Mais en gros, ça va concerner le partage d'images intimes sans consentement, la menace d'un tel partage, et ce genre de comportement, le harcèlement en ligne, harcèlement sexuel en ligne. Donc voilà, ça c'est sur 4 articles, et la raison pour laquelle c'est si intéressant, c'est parce que, pour l'instant, il y a au niveau européen et au niveau international, très peu, voire pas du tout, de criminalisation de ces actes-là. En tout cas en ce qui concerne, une spécificité sur les droits des femmes et sur les violences contre les filles et les femmes. Puisque évidemment, à l'époque de la convention d'Istanbul, c'était des enjeux qui n'étaient pas encore, aussi prééminents qu'aujourd'hui. Donc là, évidemment, c'est essentiel, et vous le savez très bien, que le droit rattrape les évolutions des nouvelles technologies, et que internet cesse d'être un total espace de non-droit pour les violences contre les filles et les femmes. Voilà, donc ça, c'était pour la criminalisation de certains actes, sachant qu'il y a d'autres choses, mais que voilà, je m'arrête sur les éléments qui me paraissent les plus intéressants. Ensuite, il y a une partie sur la prévention. Et donc, dans cette partie sur la prévention, il y a des choses comme la collaboration avec la société civile, comme l'adaptation des espaces d'accueil pour les femmes victimes de violences qui sont migrantes, qui ne parlent pas la langue ou qui sont porteuses de handicap, et cetera. Donc ça, par exemple, l'adaptation pour les personnes migrantes, c'était quelque chose qui était très peu présent au début dans le texte de la commission, et notamment il n'y avait rien qui concernait le statut juridique des personnes, donc si elles sont sans papier ou pas. Ce sont des choses qu'on a réussi à faire inclure dans la version du Parlement, mais qui ne sont pas non plus dans la version du Conseil. Donc voilà, encore une fois, on en est là. Voilà, donc ça, c'est quelques-uns des éléments importants. Et puis, il manquait évidemment beaucoup de choses, et il manque toujours beaucoup de choses. L'avortement n'est pas inclus, mais bon, on sait pourquoi, on sait pas, de toute façon, il y aura pas d'accord sur l'avortement, sans doute pas au niveau du Parlement, mais certainement pas au niveau du Conseil. Et puis aussi, il y a une histoire de base légale, parce qu'évidemment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la directive, elle vient pas de nulle part. Elle doit exister dans le champ de ce qui est défini par le TFUE. Et peut-être que Emma en dira plus tout à l'heure, parce que du coup, l'une des bases légales de la directive, c'est l'exploitation sexuelle. L'Eurocrime, ce qu'on appelle l'Eurocrime de l'exploitation sexuelle. Les Eurocrimes, ce sont des crimes, ou en tout cas des zones, des thèmes d'une particulière gravité, et qui ont une dimension transfrontalière. Et du coup, c'est listé dans le TFUE, et ce sont les domaines, voilà, c'est le mot que je cherchais, les domaines dans lesquels l'Union européenne peut proposer des criminalisations ou l'harmonisation de la pénalisation de certains actes. Donc bref, et avec cette base légale, c'est très difficile d'inclure l'avortement, parce que l'avortement n'est pas une forme d'exploitation sexuelle, ni une forme de computer crime, les crimes sur Internet, qui est la seconde base de la directive, qui a permis justement d'inclure les articles que je vous mentionnais juste avant. Voilà, à peu près, in a nutshell. Peut-être je pourrais revenir par la suite, mais là, j'ai l'impression que j'ai assez parlé pour l'instant.
Alors, je vous propose qu'on donne ensuite la parole on donne la parole à Emma puisqu'on va rester sur le contenu de la directive. Alors, il y a une précision que j'ai oublié de donner dans mon introduction, c'est dans le fil de la conversation, on a prévu des ressources que vous pouvez consulter. Donc, ce sont des liens généralement produits par l'Union européenne, mais vous pouvez très facilement les récupérer. Ça vous permet d'aller un peu plus loin, on va dire, après le débat de ce soir. Alors, pour prendre un exemple concret, si je peux dire, ben, du coup, Emma, est-ce que tu pourrais nous donner comment dire, quelques détails, en tout cas, nous décrire quelle a été l'action de Cap International dans la constitution, dans le travail autour de cette directive, puisque dans les sujets qui intéressent Cap, il y a évidemment donc l'exploitation sexuelle, la prostitution. Donc, est-ce que tu peux revenir sur le rôle que vous avez joué en termes de plaidoyer en tant que société civile pour influencer le texte et quels sont les ressorts finalement d'une démarche de plaidoyer au niveau européen. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Céline. Merci, Elissa, pour aussi tout ce rappel très, très important sur le droit européen. Et c'est vrai que c'est un droit qui est assez compliqué et une institution qui est aussi assez compliquée à appréhender. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat aussi pour qu'on puisse éclaircir. Sur le rôle qu'a joué Cap, donc en gros, nous, notre angle, c'était vraiment la prostitution, l'exploitation sexuelle. Et donc, on s'est mobilisé auprès de plusieurs associations, donc auprès du réseau européen des femmes migrantes, auprès du lobby européen des femmes migrantes, du lobby suédois des femmes migrantes et de la plateforme du Brussels Call de manière générale, sur le sujet de la directive, sur le sujet de la prostitution dans le cadre de la directive sur les violences faites aux femmes. Et donc, comme Alissa l'a expliqué, la directive, c'est quand même une législation qui est fondamentale dans le sens qu'elle va harmoniser toutes les législations des États membres de l'Union européenne si elle est adoptée. Et donc là, c'est la première fois que l'Union européenne se penche sur l'harmonisation des législations dans les 27 États membres de l'Union européenne sur les violences sexistes et sexuelles et qu'elle cherche à se doter véritablement d'une politique pénale sur les violences faites aux femmes. Et donc nous, on s'est mobilisé sur le sujet de la prostitution et de l'exploitation sexuelle parce que l'exploitation sexuelle était une base légale de la directive et à partir du moment où cette base juridique a été utilisée, on s'est dit qu'il était important d'y associer le contenu juridique qui devrait normalement y être. Donc pour vous expliquer un petit peu le processus, dans un premier temps, la Commission européenne a donc rendu sa première version de la directive sur les violences faites aux femmes. Nous, on a constaté que cette première version comprenait à plusieurs reprises les expressions travailleuses du sexe, qui ne sont pas du langage agréé européen ni du langage agréé du droit international. Le langage agréé sur la prostitution, c'est la prostitution, c'est les personnes en situation de prostitution. Et donc, on s'est mobilisé auprès d'autres associations au niveau parlementaire, car une fois que la première version de la Commission européenne a été rendue, c'était au Parlement de s'en saisir. Et donc là, on s'est mobilisé auprès des parlementaires pour essayer de remplacer l'expression travailleuse du sexe par personne en situation de prostitution, selon le langage agréé des Nations Unies. Et donc ça a été un gain dans la directive. En tout cas, la version du Parlement a effacé l'expression travailleuse du sexe et l'a remplacée par personne en situation de prostitution. Et on s'est aussi mobilisé pour y intégrer la pénalisation du proxénétisme. Et donc ça, c'était assez important sur deux volets. Les raisons pour lesquelles on s'est mobilisé là-dessus, c'est premièrement parce que le proxénétisme est une violence faite aux femmes. C'est un crime qui touche de manière disproportionnée les femmes et les filles dans le monde. Selon l'ONU, c'est 96% de femmes et de filles qui sont victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. C'est un crime qui est extrêmement lucratif. La traite des êtres humains, c'est un crime qui génère 150 milliards d'euros par an. Et dont plus de 60% de ces profits sont générés dans l'industrie du sexe, dans le système de la prostitution. Et donc, on s'est dit qu'il était important d'inclure le proxénétisme dans la directive sur les violences faites aux femmes, mais c'est aussi surtout qu'il y avait cette base juridique sur l'exploitation sexuelle qui nous a permis de nous mobiliser, de faire du plaidoyer en faveur de l'intégration du proxénétisme dans la directive sur les violences faites aux femmes.
Donc la base juridique sur l'exploitation sexuelle, pour vous en dire un peu plus, en droit international et en droit européen d'ailleurs, l'exploitation sexuelle, elle est définie comme l'exploitation de la prostitution d'autrui, parmi d'autres formes. Donc il y a la pornographie, il y a plusieurs formes d'exploitation sexuelle, mais l'exploitation de la prostitution d'autrui en fait partie. Et qu'est-ce que l'exploitation de la prostitution d'autrui? C'est le crime du proxénétisme qui lui est défini en droit international par la Convention onusienne de 1949 sur l'élimination de la traite des êtres humains et qui définit le proxénétisme, enfin le crime d'exploitation de la prostitution d'autrui, comme le fait de tirer profit de la prostitution d'une autre personne, comme le fait de recruter, d'embaucher une autre personne à des fins de prostitution, comme le fait de gérer un bordel par exemple, ou de faciliter la prostitution d'autrui. Donc on s'est mobilisé collectivement auprès de plusieurs associations pour faire passer ces amendements dans la directive. Donc c'était un travail de rencontre avec les députés, c'était un travail de sensibilisation sur les enjeux de l'importance d'inclure le proxénétisme dans l'exploitation sexuelle et c'était un travail aussi de consultation. Donc comme Alissa disait, à plusieurs moments dans le processus d'adoption d'une législation, les associations enfin la société civile est amenée à pouvoir participer, à pouvoir dire ce qu'elle a à dire sur ce sujet. Et donc, il y a des consultations qui sont organisées. Donc là, il y avait la commission, il y a eu des consultations qui ont été organisées par les parlementaires également sur le sujet. Il y a des événements qui ont été organisés par les parlementaires sur la prostitution, sur le viol et sur l'importance d'intégrer ces crimes dans la directive. Et donc, nous, CAP, on y a pris part auprès de voilà, multiples autres associations. Et on s'est mobilisé en ce sens-là. Et c'est vraiment important parce qu'on peut voir l'évolution et comment dire, on peut voir les résultats assez concrets de ce travail de plaidoyer-là aussi. Donc, notamment sur la directive sur les violences faites aux femmes, ce qui est un peu dommage, c'est que l'amendement sur le proxénétisme n'a pas été intégré à la version finale. Donc, le Parlement européen, ça reste voilà, un parlement donc avec des sphères d'influence, avec des députés qui représentent des pays qui ont des législations très différentes sur le proxénétisme, qui n'étaient pas d'accord sur le sujet. Et donc, il n'a pas été intégré à la version finale, mais il a quand même été intégré à la première version du Parlement européen, au premier draft du Parlement européen. Et donc, même si tout ce travail de plaidoyer n'a pas abouti à l'intégration du proxénétisme, il n'a pas été en vain. On a pu mobiliser des majorités de députés en faveur de l'abolition de la prostitution. On a pu sensibiliser beaucoup de députés. Et puis, on sait que le plaidoyer se fait sur le temps long. Donc, chaque avancée est une petite avancée, est une petite pierre que l'on pose à notre édifice. Donc, voilà ce qu'on a un peu fait. Merci Emma. Dans la continuité là, de ce que tu as présenté, en termes de résultats, est-ce que aujourd'hui, enfin, tu peux dire que vous êtes satisfait, vous avez, là, tu as évoqué enfin, la décision du Parlement finalement, mais par rapport à tout ce que vous avez engagé, est-ce que les résultats que vous avez obtenus sont satisfaisants ou est-ce que vous attendez autre chose? Les résultats, si on s'attache qu'aux résultats, non, pas tellement parce que, enfin, c'est un peu compliqué parce que finalement, on n'a pas pu intégrer le proxénétisme dans la directive collectivement, mais en même temps, il y a juste rien sur l'exploitation sexuelle. Donc, on n'a ni progressé ni reculé en réalité sur le sujet de la prostitution avec cette directive. Par contre, voilà, il y a eu quelques avancées. Il y a eu notamment ce que je disais, le remplacement de travail du sexe par prostitution. Et puis, ça a été un travail qui a été quand même assez compliqué, dans le sens où, surtout voilà, au niveau de la France, essayer de faire en sorte que les députés français de la majorité suivent le positionnement abolitionniste de la France a été assez compliqué. Et donc, on ne peut pas dire qu'en termes de résultats sur la directive sur les violences faites aux femmes, on a eu beaucoup de points positifs, en tout cas sur ce qui relève de l'exploitation sexuelle. Par contre, il y a eu d'autres avancées dans la version du Parlement, notamment l'intégration du viol, et des nombreux crimes qu'a cité Alissa. Donc
on a un draft qui est pas mal. Après, il faut bien garder à l'esprit que le processus est long et donc que la version du Parlement européen est toujours une version qui est un peu plus ambitieuse parce que c'est ce que disait Alissa, elle représente les intérêts citoyens. Enfin, il y a eu des consultations qui ont été faites avec la société civile. Une fois que ce draft va se confronter avec la version du Conseil de l'Union européenne, là, ça va être un petit peu plus compliqué car les États membres sont plus conservateurs, car les États membres ont des politiques aussi très différentes sur les sujets. Le viol n'a pas du tout la même définition d'un pays à l'autre. Et donc là va se jouer tout le jeu d'influence et de compromis. Peut-être, Alissa, tu peux compléter, parce que vient de dire Emma, sur les enjeux qui pèsent aujourd'hui dans le cas des discussions autour du texte, finalement, puisque c'est pas terminé, mais concrètement, le contenu actuel, il permet de se projeter dans quelle mesure, vers quoi, qu'est-ce qu'on attend là dans les dernières phases de négociation. Et on va bientôt passer à la phase de discussion, donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans la discussion. Merci. Alors oui, comme je disais tout à l'heure, on en est à la phase des négociations de trilogue. Donc ça ne veut pas dire que le travail de la société civile s'arrête, puisque maintenant, ce qu'on peut faire, et je pense surtout au niveau national, on peut toujours prendre des rendez-vous avec les rapporteurs au niveau du Parlement pour essayer d'avoir des infos. Elles sont des alliés, au fait, je crois pas qu'on l'a mentionné, puisque abolitionnistes, même si bon, ça n'a pas suffi à inclure les amendements dont parlait, Emma. Donc on peut, demander, des informations au niveau du Parlement, essayer de voir ce qui se passe, sur quoi on peut pousser et cetera. Mais aussi et surtout au niveau national, on peut, essayer de mobiliser notre gouvernement, sur certaines choses et donc notamment, les articles dont je vous parlais tout à l'heure sur la criminalisation du partage d'images, intimes sans le consentement, des personnes. Il y a, des amendements qui ont été ajoutés par le Conseil, un par la Suède et un par la France justement, qui viennent limiter cette criminalisation en disant que, ça ne doit pas porter atteinte, déjà, il faut que ce soit que qu'il y ait un préjudice d'une importante gravité, comme s'il pouvait, y avoir un petit préjudice, hem, dans ce cas de figure et aussi que ça ne doit pas contrevenir à la liberté d'expression, la liberté des arts et des sciences et la liberté académique. Donc, pour moi, c'est évidemment complètement aberrant. La liberté, d'expression, comme, tous les droits et libertés, est à mettre en balance avec les autres droits, et libertés et formes de violence et surtout la protection des plus vulnérables. La Convention européenne des droits de l'homme, de toute façon le prévoit, qu'il y a des, cas de figure dans lesquels on peut limiter la liberté d'expression et que justement la protection des droits d'autrui en fait partie. Donc pour moi, ce serait un bon angle de plaidoyer au niveau du gouvernement français, d'essayer de voir au niveau du ministère de la Justice, du ministère des droits des femmes, de la première ministre, d'essayer d'amener nos analyses là-dessus et de voir si la France peut aussi, changer sa position. Il y a le sujet de la criminalisation du viol qui, comme on vous l'a dit, n'est pas inclus dans la version du Conseil. Alors, il y a déjà un certain nombre d'États comme la Grèce, le Luxembourg, il me semble l'Espagne et d'autres qui disent qu'eux seraient d'accord pour, inclure cette criminalisation. Mais la France ne fait pas partie de ces États, qui se positionnent en faveur de cette inclusion. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'au niveau national, on pourrait dénoncer et qu'on pourrait essayer de changer. Voilà, donc là, les trilogues vont oui, c'est effectivement extrêmement incohérent. Hem et donc oui, donc là, cette phase va durer plusieurs mois. Là, a priori, d'après les infos qu'on a, on est sur un espèce de blocage au niveau des négociations. On n'a pas énormément d'infos. Mais du coup, on sait que ça va pas se faire, d'un claquement de doigts et du coup, on a aussi un peu d'espace devant nous pour, organiser une réponse au niveau national, auprès de notre gouvernement. Alors, dans la conversation, il y a Claire Dossin qui évoque le rapport d'initiative de la députée Neuschel, donc, qui est une Allemande. Est-ce que Emma ou Alissa, l'une de vous, peut parler de ce rapport, puisque c'est aussi une illustration de ce que peut produire l'Europe. Mmh. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus pour les personnes qui n'auraient pas suivi la sortie ou les travaux autour de ce rapport? Tu veux y aller, Emma, ou j'y vais?
Allez, ça marche. Le rapport d'initiative parlementaire, tout à fait. De la députée Maria Neuschel, qui est une députée socialiste allemande. C'est un rapport qui a été initié l'année dernière en novembre. Et donc, les rapports d'initiative, c'est des rapports qui peuvent être pris à l'initiative de parlementaires dans certaines commissions. Donc là, c'était la commission droits des femmes, sur des sujets qui n'ont pas été encore réellement abordés ni traités par le Parlement européen. Donc, en termes de rapport sur la prostitution, il y a eu un rapport qui a été adopté en 2014. Vous êtes peut-être familier avec lui. C'est le rapport, c'est la résolution Honeyball. Le rapport s'est transformé en résolution. Je vous expliquerai le processus. Et la résolution Honeyball, qui date de 2014, c'était une résolution qui était abolitionniste, qui exprimait la position du Parlement européen sur la prostitution en énonçant que la prostitution était un obstacle à la dignité humaine, une violation des droits fondamentaux, une violation du principe de dignité humaine, de l'égalité femmes-hommes et de la charte des droits fondamentaux. Et c'était aussi une résolution qui disait que le modèle abolitionniste, donc le modèle suédois qui pénalise les clients et décriminalise les personnes en situation de prostitution, est l'outil le plus efficace pour lutter contre la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Depuis ce rapport, il n'y a pas eu énormément de choses sur la prostitution. Il y a eu plusieurs résolutions du Parlement européen qui appelaient les États membres à décourager la demande qui était le moteur de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. Et donc là, cette parlementaire a initié ce rapport. Ce rapport a été donc adopté en commission droits des femmes en fin juin. Et c'est un rapport qui est très fort sur le langage, qui est très abolitionniste, qui appelle à une approche européenne fondée sur le modèle abolitionniste, qui qualifie la prostitution de système d'inégalité qui se nourrit de vulnérabilité, de discrimination. Donc c'est vraiment un très bon rapport qui est soutenu par la plupart des associations féministes abolitionnistes en Europe et pour lequel beaucoup d'associations se sont mobilisées, donc Cap International, le réseau européen des femmes migrantes, aux côtés justement de la rapporteure, aux côtés des députés, et qui ont travaillé à créer aussi une majorité qui viendrait soutenir ce rapport au Parlement. Et donc on est vraiment ravis qu'il ait été adopté en commission FEM. Après, c'est un rapport où il faut pas se réjouir, je dirais, encore avant qu'il ait été voté en plénière. Et donc, normalement, le vote en plénière de ce rapport, c'est la semaine prochaine, je crois le 13. Et donc, on verra si le rapport est adopté. Et si le rapport est adopté, ça veut dire qu'il se transforme en résolution du Parlement européen. Et là, il devient un véritable acte législatif qui n'a pas de force contraignante. Les résolutions sont des actes qui n'ont pas force contraignante, mais qui font partie de ce qu'on appelle le soft law, donc le droit mou, et qui ont quand même un énorme pouvoir d'influence sur les législations des États membres de l'Union européenne. Et donc on en parlait par exemple avec des députées allemandes qui nous disaient nous ce rapport on l'attend avec impatience parce qu'en Allemagne la situation est catastrophique du fait de la légalisation de la prostitution en 2002 et chaque acte législatif qui est adopté au niveau européen sur la prostitution et qui a une perspective abolitionniste est un réel outil sur lequel on peut s'appuyer pour changer nos lois nationales et pour vous montrer que la voie du droit européen c'est celle-ci et qu'il faut la suivre. Donc c'est un rapport qui est fondamental et Alissa, je sais pas si tu veux compléter, car Oui, je c'est tout. suis Juste entièrement avant, d'accord. Oui, attends, vas-y. Alissa, juste avant, ce que je vous propose, c'est qu'après l'intervention d'Alissa, on passe la parole, c'est-à-dire que vous n'écrivez plus les questions dans la discussion, mais vous levez la main et on vous passera la parole pour que vous posiez vos questions. Alissa, excuse-moi. Non, pas de souci. Oui, oui, donc évidemment entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit par Emma. Je viens d'avoir en fait à l'instant l'info que le vote est confirmé pour jeudi midi. Donc ça va être une date importante. Pour l'instant, d'après les échos qu'on a, il y a une chance qu'on obtienne cette majorité parce que du coup, effectivement, comme l'expliquait Emma, pour l'instant, ça a certes été voté en comité, mais bon, tant que c'est pas voté par l'ensemble du Parlement européen, ça a quand même moins de poids et de valeur. Et donc, on a l'impression qu'on va pouvoir avoir une majorité parce qu'il y a EPP qui est donc le groupe de droite dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le plus gros groupe du Parlement, SND qui est le deuxième gros groupe et Left qui est beaucoup plus petit mais qui est complètement abolitionniste, enfin complètement, en tout cas qui a un accord abolitionniste, devraient s'allier pour obtenir cette majorité. Et il y a aussi le groupe ECR qui est un groupe d'extrême droite, ce que je vous disais tout à l'heure, et qui
a priori, voudraient voter le texte, mais il y a la mention de l'avortement dans le texte. Et du coup, c'est pour ça qu'ils, sans doute, ils vont pas le voter. Donc, on est ravis. Mais bref, a priori, on a quand même des bonnes chances et c'est quand même encourageant pour une fois. Et comme disait Emma, ce sont des gros enjeux pour, donc elle parlait de l'Allemagne, mais également pour la France. On a vu la semaine dernière que au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, les juges ont déclaré l'admissibilité de la requête. On voit aujourd'hui à quel point Médecins du Monde et tout le lobby du travail du sexe se saisit de cette décision et manipule un peu la réalité pour la faire passer pour une grande victoire d'État. Donc évidemment, ce serait super de pouvoir là avoir ce rapport qui sort pile maintenant et de pouvoir un peu renverser à la fois le discours médiatique en France et puis aussi verser ça à la procédure de la CEDH. Alors, Claire Dessin a une question. Claire, tu peux mettre ta caméra pour la question? Ah oui, pardon. Merci. Oui, alors justement, je voulais demander si... ah, tiens, pourquoi ça ne marche pas? Oui, je voulais demander si le fait qu'il y ait ce rapport d'initiative, est-ce que ça peut jouer justement sur la directive, puisque ça paraîtrait incohérent que d'un côté, il y ait un rapport d'initiative qui soit abolitionniste, et d'un autre côté, dans la directive, on ne parle pas du tout enfin, on ne soit pas abolitionniste. Est-ce que ça peut avoir une influence, je veux dire? Alors, je commence Emma et puis tu pourras compléter. Je suis très peu optimiste sur l'influence que ça peut avoir sur la directive, surtout à ce stade, parce que véritablement, les rapporteurs pour la directive se sont battus pour ces amendements et ça n'est quand même pas passé. Donc, je pense qu'à ce stade, un rapport d'initiative ne fera pas la différence. En revanche, ce qui est important, c'est qu'il y a d'autres textes qui sont actuellement en travail au Parlement et ça inclut la révision de la directive sur la traite humaine. Et là, étant donné que non seulement, évidemment, la base légale est l'exploitation sexuelle, mais qu'en plus, on parle de traite. Et donc, c'est quand même un aspect de la prostitution qui est moins sujet à débat, parce qu'on va moins dire qu'il y a une traite choisie et une traite forcée, bien que tout est possible. Mais du coup, si le rapport d'initiative passe, ce sera totalement un outil, un instrument, un argument qu'on pourra aussi utiliser dans notre plaidoyer pour que la demande, la criminalisation de la demande soit inclue dans la directive sur la traite humaine. D'accord. Bien Merci. que la timeline va être aussi très rapide, puisque pour l'instant, la date envisagée du vote en comité pour la directive sur la traite est le 19 septembre et début octobre pour le vote en plénière. Mais bon, souvent, ça se décale quand même, donc on verra bien. Emma, est-ce que tu souhaitais compléter, ajouter quelque chose? Non, je pense que t'as vraiment tout dit. C'est vrai que sur la directive, c'est un peu dommage parce que même au niveau timing, c'est trop tard. Enfin, le Parlement européen a rendu sa position, il n'y a pas les amendements et du coup, ils n'y figureront plus. Maintenant, ils sont en train de négocier avec le Conseil et à ce stade, c'est plus possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions chez les participants et participantes? Si vous avez tout compris, ça veut dire que... Ou alors, c'est ça, on a trop bien expliqué, si on les a On assommés. vous a assommé. Euh, Alors, moi, j'ai envie quand même de revenir, hein, bon, on s'était dit en préparant le débat que on n'allait pas forcément l'aborder ou voilà. Mais ça a été un peu dit, je pense, par Alissa dans une de ses interventions, enfin, où tu l'as effleuré. On est quand même aujourd'hui dans une situation, en tout cas si on prend le cas de la France, hein, on est bien d'accord, on est sur un sujet qui est traité au niveau européen. Quand on prend le cas de la France, on a un gouvernement qui s'affiche abolitionniste, qui le revendique dans le cadre de cette diplomatie féministe, donc notamment dans ses prises de parole internationales et auprès des institutions internationales. Et pour autant, on a malheureusement constaté qu'à différents moments dans les débats sur la directive, cette position-là n'était pas soutenue par la majorité, on va dire, présidentielle. Donc, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que c'est spécifique à la question de la prostitution? Est-ce que c'est le jeu des alliances, par exemple? Comment on peut l'interpréter? Alors, sans vouloir donner une excuse hein, à ces positions-là, mais
Quel est votre avis sur la question, si vous souhaitez répondre à cette question? Tu veux commencer, Emma? Allez, ça marche. Oui, bah, effectivement, c'est ce qu'on a pu constater sur la prostitution, c'est qu'il y avait un écart assez monumental entre la position du gouvernement, donc qui a réaffirmé ses positionnements abolitionnistes très récemment via des déclarations, etc., et les positions exprimées par les parlementaires Renew Europe, qui soit ont voté contre des amendements abolitionnistes par le passé, soit en tout cas n'avaient aucun leadership sur le sujet. Et c'est un petit peu dommage parce que moi, je sais pas, j'arrive pas à analyser si c'est une spécificité française, mais en tout cas, les parlementaires Renew France, donc de notre majorité, semblaient un peu se cacher derrière le fait que leur groupe était composé de beaucoup de parlementaires issus des Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique, qui ont des législations très différentes et qui donc, eux, sont pour la légalisation du travail du sexe et donc qu'ils ne voulaient pas exprimer de position contradictoire sur le sujet de la prostitution. Mais pourtant, leurs homologues suédoises le font très bien et expriment le positionnement abolitionniste qui est assumé dans leur pays et qui voilà. Et voilà, donc on a eu quand même un peu du mal à travailler sur cet écart de positionnement. Mais on a tenté des mobilisations collectives dont Alissa, tu peux peut-être compléter. Voilà, donc pareil, on travaille un petit peu main dans la Oui, main aussi, Cap International et le Réseau européen des femmes migrantes, donc sur ces sujets-là. Donc je suis tout à fait d'accord. C'est aussi les échos qu'on a eus parce qu'à un moment donné, on a essayé du coup de tourner notre plaidoyer vers la France et notamment par le biais de la clé. On a demandé des rendez-vous à droite à gauche pour, en se disant que si des pressions, entre guillemets, venaient de la part de la Première ministre ou du ministère de la Justice, donc notamment plutôt au niveau du Conseil qu'au niveau des membres du Parlement, ça pourrait peut-être avoir un impact. Et du coup, ce qu'on nous a beaucoup dit, et notamment par le biais de Maud Olivier, avec qui on avait pu avoir un rendez-vous, c'est que l'argument qui est avancé par les députés, donc notamment Renaissance et Verts, bah, c'est que c'est ça, c'est ce jeu d'alliance en fait. C'est ben, nous, on peut pas au sein de notre groupe, on est trop isolés, on peut pas porter ça. Alors que ben, dans les faits, clairement, il s'agit d'un manque de volonté politique, puisque ce ne sont pas des partis qui traditionnellement sont abolitionnistes. Et en ce qui concerne du coup, le conseil, je disais, au niveau du conseil, c'est un peu plus, enfin, moi je trouve que c'est encore plus interpellant parce que donc, au niveau du Parlement européen, certes, il y a des groupes, il y a des jeux tout simplement politiques ou de compromis et cetera. Au niveau, du conseil, les personnes qui travaillent dépendent des ministères, et représentent le gouvernement. Donc pour moi, c'est encore plus interpellant qu'au niveau du conseil, la France ne fasse pas partie des États qui, défendent, la position abolitionniste sur ces sujets-là. Merci Alissa. Il y a Moïra qui a une question, enfin qui veut intervenir. Vas-y Moïra. Oui, bonsoir et merci beaucoup parce que ça m'a éclairci les idées sur tous ces sujets. Et félicitations d'avoir réussi à enlever ce terme de travailleurs et travailleuses du sexe. Mais moi, je me pose des questions sur le viol, les définitions du viol. Quels sont les pays qui n'ont absolument pas notre définition? Quels sont les pays qui seraient les plus opposés à une législation là-dessus? Alissa, je te laisse peut-être répondre dessus parce que je sais que vous avez pas mal travaillé sur ça. Alors déjà, la définition, on s'est interrogé sur la définition qui est proposée dans la directive. C'est une définition qui est basée sur le consentement, ce qui, évidemment, d'un point de vue féministe, peut être critiqué, mais qui en même temps est intéressant, on a trouvé, et pertinent, et plutôt une bonne définition, parce que véritablement, le consentement est défini, et il est clairement expliqué que un consentement ne peut pas être obtenu par la coercion, si la personne est inconsciente, ou des choses comme ça. J'ai plus les termes en tête. Euh, oui? Non? Donc, on est plutôt favorable à cette définition qui était celle de la commission initialement. En ce qui concerne les États qui soutiennent l'intégration du viol, j'avais la liste dans la tribune qu'on a coécrite avec la clé, il me semble. Donc,
peux la reprendre sous les yeux pour vous les donner. Ou alors je vous enverrai le lien si on veut pas trop perdre de temps. Ah, c'est bon, je les ai. La Grèce, le Luxembourg, l'Italie et la Belgique. Donc, il n'y avait pas l'Espagne, contrairement à ce dont je n'étais pas sûre tout à l'heure. Et donc, ce sont les seuls qui, vocalement, ont poussé pour le maintien de la criminalisation du viol dans la directive au niveau du Conseil. Ceux qui ne soutiennent pas, alors, on analyse plusieurs raisons. Il y a certains États qui n'ont pas du tout une définition du viol basée sur le consentement et qui, du coup, ben, est évidemment inclusive de plus de comportements. Et donc qui pourrait complètement mettre à mal un système pénal qui n'est peut-être pas prêt à recevoir ce genre de plainte ou que sais-je, ou alors tout simplement parce que c'est pas aligné avec leur définition du viol. Mais aussi, on pense qu'il y a une opposition au fait d'élargir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la base légale. En fait, si on inclut le viol dans la directive, ça revient à dire que le viol est une forme d'exploitation sexuelle, puisque du coup, on veut le faire entrer dans le champ de la base légale, hein. On se rappelle, si ça n'entre pas dans la base légale, ça ne peut pas être dans la directive. Et donc, du coup, ça serait élargir, parce que pour l'instant, le viol n'a jamais été considéré comme une forme d'exploitation sexuelle. Et ce serait donc, par la pratique, élargir le champ d'un eurocrime, ce que beaucoup d'États ne veulent pas, non pas nécessairement à cause du viol en l'espèce, mais parce que ça ferait un précédent pour, plus généralement, venir élargir des eurocrimes comme, je ne sais pas, la corruption ou d'autres eurocrimes, peut-être, et on n'a pas trop envie d'y toucher, quoi. Alors, une autre question ou intervention de Claire Dossin. Oui, alors c'était aussi sur le viol, justement. Je voulais savoir finalement ce qu'il en a été pour les députés français donc de la majorité, pour le Renew. Est-ce que là aussi, ils ont pas voulu soutenir non plus le viol? Pourtant, notre définition en France, elle correspond. Non, en l'occurrence, au niveau du Parlement européen, il y a pas eu d'opposition. Les seules oppositions qui sont venues étaient vraiment, techniques parce que les parlementaires, les groupes savaient que le Conseil était opposé à la criminalisation du viol et du coup se demandaient si ça valait le coup, de l'intégrer. Mais au final, pour l'instant, dans la version du Parlement, le viol est intégré. Ah, il Donc est c'est ce intégré qui finalement. D'accord. dans la version du Parlement et pas dans la D'accord. version du Conseil. Donc, ce qui signifie que là, pendant les négociations, il va y avoir une bataille et on ne sait pas, du coup, lesquels des deux vont gagner. Et encore une fois, il y a des enjeux. Par exemple, s'il y a un autre amendement que le Parlement veut vraiment porter, il peut décider de sacrifier cet article-là pour faire passer autre chose. Enfin, voilà, on ne sait pas encore ce qui va se passer à la fin, quoi. Non, mais finalement, il a été adopté par le Parlement pour Par le l'instant. Parlement, oui, Je le croyais vient. qu'il n'avait pas été adopté. Ouais, très bien. Merci. Il y a Yves Sel également qui... T'avais terminé, Aïssa, c'est bon? Oui. Oui, oui. Il y a Yves Sel qui souhaitait intervenir. Yves, tu nous entends, Yves? Ton micro est coupé. Yves, on ne t'entend pas. Voilà, c'est bon, c'est bon. Super. Oui, je voulais savoir en fait si cette directive, elle devra être appliquée par les gouvernements ou est-ce que ça ne sera pas le cas? Vous nous avez fait tout un exposé avant précisant les les différents cas, mais est-ce que en fait pour la France, il y aura une obligation de l'appliquer? C'est ma première question. La deuxième, c'est de savoir, bon, là, il y a tout un travail qui a été fait sur ces sujets-là. Bon, est-ce que il y a la possibilité de poursuivre ces travaux ou est-ce que dans les habitudes de l'administration européenne, quand on a travaillé pour longtemps sur un sujet, après, on ne revient pas sur ce même sujet et, parce que, bon, il y a tellement de choses à travailler et par conséquent, il est très difficile d'apporter rapidement des modifications et des décisions, prendre des décisions sur ces sujets-là. J'ai vu enlever ton micro. Emma, tu voulais répondre? Ah, on t'entend pas. Ah, je n'avais pas fait exprès. Ah, d'accord. Mais je peux répondre Vas-y. sur
Enfin, sur la première question, du coup, la directive, si elle est adoptée, elle sera applicable à la France et donc elle s'imposera au droit français. Donc, comme le disait Alissa, là, on est dans un timing où on n'a pas encore à 100% une visibilité sur le fait que la directive sera adoptée à temps, parce qu'il y a aussi les élections européennes l'année prochaine et il faut que le Conseil et le Parlement européen arrivent à un compromis sur le texte final de la directive avant les élections européennes. Donc on n'a pas encore trop de visibilité là-dessus, mais normalement, comme tu le disais, ça devrait aller. Et si elle est adoptée, elle devra, oui, s'imposer au droit français. Et sur la deuxième question, s'il y a une directive sur les violences faites aux femmes là qui sera adoptée, il n'y en aura pas une deuxième. Mais par contre, les directives, elles sont soumises à des révisions tous les 5 ou 6 ans. Et donc, elle sera sans doute révisée, voilà, dans 6 ou 7 ans, je ne sais pas. Et à ce moment-là, il sera possible de redéposer des amendements, de retenter d'inclure des choses et de corriger les points sur lesquels bah, l'application de la directive a un peu failli. Et c'est un peu le cas avec la directive sur la traite aujourd'hui, la directive anti-traite, qui est en train d'être révisée parce que cette directive a été adoptée en 2011. Et donc aujourd'hui, on constate que elle n'a pas produit du tout les effets qui étaient escomptés et que la situation n'a absolument pas changé. Donc on la révise, donc on va intégrer des nouvelles dispositions. Et donc il y a ce travail-là qui se met en place. Merci. Alors moi, j'avais une question, je ne sais pas si vous avez en tant que telle la réponse, mais dans le jeu de la transposition, on peut imaginer que le texte de la directive, il soit exactement introduit dans le droit national, donc en l'occurrence là, ça pourrait être le droit français. Mais est-ce qu'il existe une notion de droit national, par exemple, qui serait mieux disant, c'est-à-dire qui serait, par exemple, plus protecteur? Et est-ce que dans le cas, enfin, donc là, je vais prendre le cas un peu la provocation, enfin, un peu une provocation. Dans le cas de la prostitution, dès lors que la France a une position abolitionniste, que le modèle français s'inspire d'un modèle qui est soutenu par des textes internationaux, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'on a un modèle mieux disant dans l'hypothèse où on aurait une directive qui autoriserait le travail du sexe? Alissa, C'est tu veux y peut-être une aller? question un peu juridique, mais je ne sais pas si vous avez déjà en tête Oui. des cas similaires. Alors, donc, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la présentation sur le processus pour produire un texte. Il y a des conditions à la production de ce texte. Donc, déjà, il y a la compétence, selon le type de compétence. Il y a la proportionnalité, la subsidiarité. Et effectivement, il y a une hiérarchie des normes, ce que tu disais au tout début, Céline. Donc, par exemple, s'il y a une provision, une disposition dans la directive qui est contraire à la Constitution française, on ne peut pas la transposer. Donc, du coup, il y a un conflit. Mais ça, c'est censé se régler, je pense, avant le vote, enfin, l'adoption de la directive. Mais je ne sais pas si tu peux préciser, Emma. Non, tout à fait. Enfin, je pense que tu as tout à fait raison. Et dans tous les cas, si un État a une législation qui est plus protectrice que ce qui est énoncé dans la directive, il est, enfin voilà, selon sa souveraineté, il est tout à fait possible. Et d'ailleurs, il a le droit de garder sa législation et de ne pas appliquer une législation qui est moins protectrice. Par exemple, c'est le cas sur la directive anti-traite. Si on regarde la directive anti-traite, il y a l'article 18, je crois, ou un des articles de la directive anti-traite qui recommande aux États de pénaliser l'achat de services de victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle avec la connaissance qu'elles sont des victimes de la traite. Donc voilà, pénaliser un acheteur qui achète une victime de la traite en sachant que c'est une victime de la traite. Un scénario qui est bon, un peu complexe, quoi. Et c'est une législation qui est en vigueur en Allemagne. Donc l'Allemagne a cette disposition-là et elle pénalise les clients de victimes de traite avec la connaissance qu'elles étaient une victime de traite. Et c'est une législation qui n'a produit absolument aucun effet. C'est absolument fou parce que du coup, sur l'évaluation que la Commission européenne elle-même a fait de cette législation, elle dit que en Allemagne, il y a eu une arrestation d'un client parce que c'est tout simplement impossible à prouver et que Une seule voilà depuis dans plein l'adoption d'autres du texte. Une pardon seule depuis l'adoption du texte. une seule depuis l'adoption du Oui. texte c'est une disposition qui date de 2017 je crois en Allemagne
Et donc, pareil, dans tous les autres États européens, en Finlande, il y a cette loi depuis 2016, il y a eu une arrestation. Et en fait, c'est tout simplement impossible de prouver l'intention de l'auteur d'acheter une victime de la traite. Et puis, ça impose aussi à la personne qui est victime de traite de se dénoncer et de dire oui, je suis une victime de traite et il en avait la connaissance, je l'ai vu parce que ci, parce que ça. Donc, c'est un scénario un peu impossible. Et donc, ça, c'était une disposition qui était dans la directive anti-traite et qui était une recommandation. Et maintenant, dans la révision, on essaye de la rendre obligatoire, cette recommandation, alors qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Et en fait, la directive anti-traite, elle s'applique à la France. La France doit la transposer dans son droit national. Pour autant, elle n'a pas transposé cette disposition parce que la France pénalise l'achat d'actes sexuels de manière plus globale. Et c'est une législation qui peut être considérée plus protectrice. Et en tout cas, la France le considère. Donc, elle n'applique pas la disposition qui lui dit de pénaliser seulement les clientes victimes de traite avec connaissance qu'elles sont une victime de traite. Donc ça, c'est un exemple concret. Très bien, bah, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois plus de mains levées. Donc, s'il n'y a plus de questions, bah, je vous propose peut-être qu'on conclue. Alors, donc ça a été dit par nos intervenantes, hein, la clé, évidemment, en tant que coordination d'environ 80 associations féministes françaises et présente au lobby européen des femmes, hein, en tant que représentante de la France, la clé est fortement engagée sur tout le plaidoyer qui est fait autour de la directive, notamment avec CAP, avec Oser le féminisme et d'autres organisations. On vous a mis dans le chat d'ailleurs le communiqué de presse de la clé. Donc ça, c'est une des actions qu'on a conduites depuis le début des discussions autour de la directive. On a également écrit aux parlementaires à plusieurs reprises, etc. On a fait une manifestation aussi devant le Parlement à Bruxelles. C'était en juin ou en mai, si je me souviens bien. En mai. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qu'on peut faire pour sensibiliser les parlementaires ou les institutions européennes. Avant de conclure définitivement, je peux vous laisser la parole, Emma et Alissa, si vous avez quelques mots de conclusion. Oui, très bien. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Et je pense qu'en conclusion, on peut dire que bah, clairement, le niveau normatif européen a un impact assez concret sur la vie des femmes dans l'Union européenne. Et que on peut, en tant qu'association, assez facilement, même si ça paraît compliqué, se mobiliser pour faire du plaidoyer pour différentes actions relatives à la protection des femmes contre les violences. Et donc, je vous encourage vraiment toutes, enfin, si vous avez aussi des questions, à nous écrire. Voilà, je pense que je peux laisser mon adresse email dans le chat. Vous connaissez très bien Alissa, qui est maîtresse du plaidoyer aussi. Donc, n'hésitez pas. Je pense que ça peut être aussi un bon début de contacter des associations qui connaissent bien ces systèmes et comment s'impliquer pour poser des questions et pour aussi vous mettre dedans. Je pense qu'une des choses qui est importante aussi, c'est de faire partie d'une plateforme, parce que quand on va au Parlement européen, par exemple, au nom du Brussels Call ou avec la force du Brussels Call, qui est 150 associations européennes qui luttent contre les violences faites aux femmes, c'est quand même quelque chose qui a du poids. Et enfin voilà, je pense qu'au sein du Brussels Call, il y a aussi pas mal de choses qui sont faites pour démocratiser le plaidoyer, comment s'investir, comment s'impliquer. Donc je vous invite à rejoindre la plateforme si vous n'y êtes pas déjà. Oui, il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé pendant ce débat, c'est le mot coalition, qui est quand même le maître mot de toute organisation qui a envie d'agir et d'influencer les institutions européennes. Tout à fait. Mais c'est notamment vrai, effectivement, au niveau européen, c'est-à-dire que toute seule, c'est vraiment très compliqué d'agir. Donc, en étant basé à Bruxelles, nous, on essaye de coordonner. Donc, le réseau européen des femmes migrantes, on a une 50aine de membres dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Et ce sont elles et eux qu'on représente aussi quand on est invité au Parlement, etc. Et ça donne effectivement du poids à ce qu'on dit. Et ça nous permet aussi, quand on produit, parce qu'évidemment, le plaidoyer s'appuie aussi sur de la recherche, sur des rapports, etc., qu'on écrit. Quand on écrit sur la situation juridique ou sur le terrain dans différents pays d'Europe, si on n'y est pas, on ne sait pas tout. Donc, c'est sûr que c'est aussi une force énorme de pouvoir demander et consulter nos membres.
Et au sein du Bruxelles Call, ça va même, je dirais, au-delà que ce partage d'informations et cette représentation, parce qu'il y a véritablement, on co-stratégise, quoi. Il y a une construction commune de stratégie, on se met d'accord sur des revendications déjà. Et puis ensuite, on produit des lettres types qui peuvent être massivement envoyées. On produit des éléments de communication qui peuvent être diffusés largement dans toute l'Europe, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que face à ces institutions européennes, mais pas que, c'est également le cas à Genève, à New York, lorsque on est dans des espaces des Nations Unies, on s'aperçoit, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la France, avec sa diplomatie féministe, n'est pas très porteuse, honnêtement, ni de l'abolitionnisme, mais ni de la lutte contre les violences contre les filles et les femmes ou de valeurs extrêmement progressives pour les droits des femmes en général. En tout cas, c'est mon constat dans les espaces où j'ai pu être. Je sais qu'à la dernière CSW, à la clé, on l'a vécu un petit peu de plein fouet. Il y avait 0 side event organisé par la France, parce que le nôtre a été annulé 2 jours avant et qu'on a dû se débrouiller toute seule à New York. Et donc, du coup, au final, on s'est retrouvés invités par la République tchèque, le Mexique, la Suède, etc. On a participé au side event de plein de pays, mais pas de la France, alors qu'on était dans la délégation française. Donc, c'est intéressant. Mais bref, tout ça pour dire que c'est d'autant plus important pour nous de leur montrer, en fait, on voit ce qui se passe au niveau européen international. Vous pouvez pas juste dire n'importe quoi. Et on va aussi vous responsabiliser, vous mettre devant les faits et attendre et demander des choses de vous comme on le fait au niveau national. Donc voilà, ce serait mes petits mots de conclusion. Ouais, et pour aller un peu plus loin sur la position de la France, hein, quand on était à la CSW, on a eu l'opportunité de participer à une réunion organisée par la représentation permanente de la France à l'ONU. Et quand on a insisté sur quelques positions qui sont normalement des positions de la France, on nous a indiqué que fallait déjà se caler on s'était déjà calé avec l'Europe, et là maintenant en fait on suivait les positions de l'Europe, et donc en fait c'était trop tard. Mais on n'avait pas trop été, même pas du tout été sollicité préalablement à la CSW, ce qui fait que, je pense qu'il y avait quand même pas mal de frustration du côté des organisations féministes françaises. Du coup, là, je vais conclure. Là, je vois Claudine qui a rallumé sa caméra. Tu voulais faire une petite intervention, Claudine? Non? Merci d'avoir été là en tout cas. Alors, je voulais vraiment remercier Alissa et Emma pour leurs interventions. Je ne sais pas si vous voyez dans le chat, mais il y a vraiment des gens qui sont très très contents de vos explications, de la présentation que vous avez faite. Alors, je ne sais pas si ça contribuera à augmenter le taux de participation aux prochaines élections européennes, mais je pense qu'à minima, ça contribuera à rester, à accroître notre engagement auprès des institutions européennes pour porter les droits des femmes. Je voulais aussi remercier l'équipe de la Clé qui a organisé, voilà, il y a Mathilde qui a branché sa caméra, qui a organisé donc ce débat. Sachez que nous sommes très 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 mobilisés sur la directive, sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, que nous faisons des rendez-vous, qu'on écrit des courriers, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure. On lit des rapports, hein, surtout l'équipe de la Clé, on fait des synthèses, donc on lâche rien, on avance. Merci à nos intervenantes, merci à l'équipe de la Clé, et merci à tous les participantes, tous les participants et toutes les participantes. Notre prochain mardi de la Clé, Mathilde, ce sera en octobre. En octobre, le 3 octobre, si je vous dis pas de bêtises. Et est-ce qu'on a déjà défini le thème ou c'est top secret? C'est encore une petite surprise qui sera bientôt dévoilée. Eh bien, c'est sous embargo parce que c'est un sujet très sensible. Donc, on vous donnera les informations en temps et en heure quand nous-mêmes nous les aurons. Et merci beaucoup. Et puis, donc, au prochain mardi de la Clé, début octobre. Au revoir. Merci à toutes. Merci à tous.